Alors la quatrième de couverture, objet, note d'intention. Cher Claude, voici ma comédie. J'ai tâché d'être drôle sans faire d'humour, d'être légère sans être gaie, d'être optimiste sans jamais être confiante. Courage, amitié, Gaïa. L'histoire du livre que je n'ai pas écrit, c'est l'histoire de cette jeune fille, Gaïa Steinberger, et qui est écrivaine et qui, pour gagner sa vie, travaille pour un magazine de mode. Donc elle est journaliste et elle rédige des articles pour ce magazine de mode depuis plusieurs années. Et elle a écrit déjà 2 romans. Et elle considère qu'elle est un peu déprimée et que ses romans sont un peu déprimants. Et donc elle finit par se demander s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre la littérature qu'elle écrit et la vie qu'elle mène. Et donc elle se demande si est-ce qu'en écrivant peut-être une comédie ou un livre plus léger et plus drôle, elle serait elle aussi plus drôle dans la vie. Elle évolue dans le milieu de la mode avec ses 2 amies. Elle a une amie qui s'appelle Louise et qui est photographe, et une amie qui s'appelle Freya et qui, elle, est styliste. Et donc, elles se retrouvent souvent toutes les 3 pour discuter un peu de la situation du milieu. Ça se passe juste après la pandémie, donc les défilés ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Et donc là, c'est la reprise de la semaine de la mode, c'est la première semaine de la mode après cette coupure. Et donc, elles observent un peu ce milieu-là avec dédain, ironie et puis un peu désespoir aussi, parce que je pense que pendant la pandémie elles ont eu l'espoir à un moment que les choses allaient se faire différemment, que justement on réfléchirait un peu à ce milieu en prenant les enjeux écologiques, économiques du moment, et que finalement tout est reparti en fait comme en 40. Donc elles sont un peu toutes les 3 déprimées et elles se demandent comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment. Et donc les situations où elles sont toutes les 3 sont un peu des prétextes et pour réfléchir aux enjeux du milieu de la mode, et aussi pour s'amuser, pour s'en amuser et pour tourner parfois aussi en ridicule des situations qui sont un peu déjà grotesques. Gaïa écrit donc son roman, sa fameuse comédie, qu'elle décide d'écrire, et son personnage principal s'appelle Hermione. Et donc Hermione, c'est un peu ce qu'elle, je sais pas, une espèce un peu d'avatar d'elle-même dans une vie heureuse, et donc qui est avec ses copines, et qui a une vie un peu frivole, un peu détachée. Et donc on voit pas mal de similitudes entre des moments de la vie de Gaïa et qui sont transposés tout d'un coup dans l'écriture de son livre par des petites phrases ou des petites références comme ça qu'on peut, des noms aussi. Parfois elle fait des emprunts des noms de ses collègues qu'elle met dans son roman. Donc on voit un lien constant en fait qui se fait entre sa vie et l'écriture du roman. Donc Gaïa effectivement vit à Paris, et ses 2 parents vivent à New York où ils sont partis depuis une dizaine d'années, mais ils sont tous les 2 français, et ils forment un couple totalement dysfonctionnel qui est d'ailleurs au début le sujet sur lequel elle veut écrire sa comédie. Puis finalement elle se rend compte que c'est pas drôle du tout, et donc elle vire les parents du récit d'Hermione, et pour essayer de laisser Hermione seule, sans ses parents, avec ses amis, et c'est tout. Le couple, donc quand elle rentre à New York, elle est effectivement édifiée par la dynamique du couple de ses parents. Son père qui est aussi un peu un personnage, comment le qualifier, illustre et complexe, qui est pas tellement dans la vie. D'ailleurs c'est ce que sa mère lui dit, elle lui dit il est pas dans la vie. Et donc c'est vraiment ça, et donc sa mère elle a une forme de détachement aussi par rapport à un peu à la folie du père. C'est ça que j'ai bien aimé aussi raconter, c'était ce type-là qui vit dans son monde, dans son univers, et finalement sa fille et sa femme qui ont une espèce de détachement total et qui le voient faire c'est un peu comme un clown, il a un peu une dimension clownesque. Et en même temps, les 2 parents ont un regard très dur sur leur fille. Quand justement elle va leur présenter pour la première fois son projet de comédie, elle lui dit j'écris une comédie. Leur réponse à tous les 2 est de dire non, ce n'est pas une comédie que t'écris, c'est un mauvais livre. Et donc elle se débat avec ça, avec cette espèce de poids de son éducation et de ce jugement très péremptoire qu'ont ses 2 parents sur son écriture. La question de la comédie en littérature était vraiment une question qui me tenait à cœur, et donc ça m'a permis effectivement d'aborder ce sujet-là, parce que qu'est-ce qu'on fait, même ce mot-là d'ailleurs de comédie, on l'utilise pas vraiment en littérature, on dit pas un livre et une comédie, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette forme de littérature-là, et qui est parfois très
je dirais très négligé dans la conception de la grande littérature française. Et donc c'est vrai que le regard des parents apporte un peu je dirais cette réflexion et enfin permet en tout cas cette réflexion de se demander qu'est-ce qu'un bon et un mauvais roman, est-ce que ça a du sens déjà en soi de dire ça, et pourquoi est-ce qu'un livre qui serait léger, drôle, justement agréable à lire serait pas un bon roman en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, ça permettait de réfléchir à toutes ces questions-là. New York est un moment de tournant dès le départ en avion de Paris, elle rencontre ce jeune garçon Marcus qui lui est germano-américain et qui rentre chez lui à New York après 2 ans passés à Paris. Et donc voilà, il va avoir une histoire avec Marcus qui est pas simple, qui est une histoire un peu compliquée parce que Gaïa est pas simple non plus. Mais voilà, ça va être lui, on le voit arriver un peu, comment dire, un peu lourdeau au début. Évidemment, ils sont assis à côté dans l'avion, et puis bah, évidemment, ils lui demandent l'heure, alors que l'heure est écrite sur l'écran et partout dans l'avion. Mais en même temps, c'est touchant parce que voilà, il essaye de trouver un moyen de lui parler, et elle a effectivement cette, comme elle le dit elle-même, cette distance très française, et donc justement ils sont tous les deux dans une espèce de différence existentielle. Lui qui est quelqu'un justement qui est heureux, qui est plutôt positif, qui dit que la vie est formidable, que le 21e siècle est formidable, et elle justement qui passe sa vie à critiquer ce siècle, à dire que c'est une époque horrible, voilà, et donc à être très pessimiste sur l'avenir. Donc Marcus, c'est tout d'un coup la possibilité aussi pour Gaïa d'être dans la comédie, et pas dans la comédie seulement dans l'écriture, mais dans la vie. Donc mais elle lutte en même temps contre ça, parce que c'est pas forcément une évidence pour elle d'accepter que l'avenir soit gai. Dans le cadre de son travail au magazine, la rédactrice en chef Elisabeth demande à Gaïa de partir faire un article sur une retraite d'écriture, une espèce de programme un peu à la mode, très contemporain, pendant une semaine. Donc c'est une semaine de jeûne, et donc c'est 7 écrivains qui sont dans cet endroit en Auvergne, et qui est très beau, voilà, où il y a une piscine, une décoration très très moderne, et donc pendant une semaine ils vont passer tous les jours ensemble, sans manger, à faire du yoga, à réfléchir dans des hamacs à leur pratique d'écriture, tout ça en étant absolument affamés. Et donc Gaïa rencontre là-bas d'autres écrivains, et c'est l'occasion effectivement de réfléchir aussi à elle-même son rapport à l'écriture, qui finalement, elle dit à la fin qu'elle a une écriture terrestre, qu'elle a besoin de choses terrestres, qu'elle a besoin de manger, de boire, et que finalement l'écriture est pas une sorte d'abstraction ou de construction complètement romantique, et qu'au contraire l'écriture elle est dans la vie, et qu'elle a besoin, à un moment elle dit de récurer ses toilettes et de réciter Hölderlin en même temps, c'est pas une contradiction. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qui se révèle pendant qu'elle fait cette retraite d'écriture, où elle rencontre aussi la directrice, celle qui organise la retraite, une certaine Rebecca d'Estel, dont elle est très impressionnée, qui est très belle, qui est très intelligente, qui a écrit des romans à succès alors qu'elle avait à peine 20 ans. Et donc voilà, cette figure de Rebecca, elle est comme une espèce de modèle, et qui impressionne énormément Gaïa, alors que finalement les autres sont cassés, et c'est assez étonnant de voir que Gaïa la porte au nu un peu, et la trouve sublime dans sa froideur et dans sa beauté, et alors qu'elle partage, elle est amie avec un prix Médicis qui lui s'en moque éperdument, et trouve que Rebecca est absolument un sketch, et qu'elle est une caricature d'elle-même. Et donc c'est intéressant de voir à ce moment-là ce qui fait chez Gaïa, ce qui crée chez Gaïa tout d'un coup cette admiration. La retraite se termine, et puis la vie du quotidien reprend. C'est de nouveau la semaine de la mode, donc celle du printemps. Et puis un jour, un des écrivains qui était à la retraite d'écriture, un certain Nicolas Gaillon, appelle Gaïa pour lui dire voilà, j'ai découvert quelque chose sur Rebecca. C'est la révélation.
et Gaïa tombe des nues, et donc le personnage de Rebecca qu'elle portait au nu est tout d'un coup complètement en déchéance. Je n'en dis pas plus. Comment sortir de ça? À la fin, le livre que je n'ai pas écrit, c'est vraiment le livre qu'a écrit Gaïa, mais c'est le livre que moi je n'ai pas écrit parce que si j'avais vraiment dû écrire ce livre, en fait il n'y aurait pas eu Gaïa, il y aurait eu qu'Hermione. Et donc, dans un sens, je pense qu'avoir mis Gaïa entre Hermione et moi, ça m'a permis de ne pas écrire exactement le livre que j'aurais dû écrire. Hermione, c'est un prénom en fait que j'ai toujours adoré. Et je me suis toujours dit que je pourrais rien en faire. Que je me suis toujours dit qu'est-ce que je vais faire avec ce prénom. Personne ne peut s'appeler Hermione. Voilà. Et donc quand justement j'ai commencé à écrire, je voyais pas non plus mettre Hermione en personnage principal. Et je me suis dit ben voilà, ce sera très bien, ce sera le personnage de Gaïa. Et comme ça j'aurais quand même eu une Hermione dans mes livres. Pas faire d'Hermione une potiche, oui. Alors ça c'est sa mère qui lui dit ça. Qui lui dit justement fais attention, t'es en train de faire d'Hermione une potiche. Donc c'est un peu comme elle écrit beaucoup sur des post-it en plus Gaïa pour se rappeler des choses, et donc voilà, elle écrit sur un post-it ne pas faire d'Hermione une potiche pour essayer de se souvenir d'un minimum de décence qu'il faut garder dans sa comédie. J'ai mis beaucoup de textos dans le livre parce que j'avais l'impression, en tout cas c'est la manière dont je trouve qu'on vit les choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on est beaucoup, les relations amicales et amoureuses, elles se font voilà, en personne, mais elles se font aussi beaucoup par correspondance. Et donc j'avais envie que les relations continuent aussi comme ça, et qu'on voit la manière dont les personnages se construisent, les relations se construisent aussi dans leur conversation. Et puis aussi parce que finalement il y a une forme d'immédiateté dans le texto que je trouve assez pratique aussi en littérature. Ça permet de passer d'une scène à une autre, et puis ça permet aussi de raconter une histoire sans la raconter entièrement, simplement dans l'envoi d'un message, et ça donne du rythme, et ça permet effectivement et puis ça change aussi une journée. Moi ça m'est arrivé d'être chez moi, de faire quelque chose, puis d'un coup je reçois un message, et puis d'un coup mon emploi du temps change, et donc ça permet aussi ça permet dans la construction du récit d'avoir une forme d'imprévu. J'espère que c'est drôle. J'ai tâché d'être drôle, comme Gaïa. L'humour me tient à cœur en littérature, c'est pas évident, et c'est encore moins évident de dire qu'on est drôle, parce que si on l'est pas c'est terrible, mais en tout cas, et notamment les textos aussi ont un ressort, j'ai essayé de mettre dans les textos un ressort comique, dans la forme de l'écriture qui est très courte, très scindée, dans les réponses aussi qui permettent des jeux, voilà. Dans les dialogues aussi, c'était la première fois que je faisais des dialogues, et donc tout ça permettait peut-être peut-être un humour différent en tout cas que dans les précédents livres, ou peut-être l'ironie était peut-être plus présente que dans celui-là. Alors l'envie de parler du milieu de la mode, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'est un milieu que je connais professionnellement, pour lequel je travaille et pour lequel j'ai travaillé depuis beaucoup d'années. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, d'écrire plutôt sur ce milieu-là, mais j'avais du mal à trouver un angle et un prétexte. Et donc finalement, l'écriture s'est faite à peu près vers 2021-2022. Et c'est vrai qu'il y a eu, donc comme je le disais, la pandémie, donc il y a eu un avant et un après dans le milieu de la mode qui a été vraiment bouleversé par ces 2 années de pandémie, et puis aussi par pas mal de scandales qui ont eu lieu dans la publicité ou par des marques elles-mêmes, des choses pas très consensuelles, et qui ont donné lieu à des grands débats sur la question de la diversité dans le milieu de la mode, et certaines marques à la suite de ça ont fait appel à des conseillers en diversité culturelle, et donc qui viennent, qui sont des sortes de consultants, et qui viennent au sein de la marque dire attention, cette campagne publicitaire est très offensante pour telle et telle minorité, ou au contraire ça passe. Et donc voilà, c'est un peu l'espèce de caution aujourd'hui que beaucoup de marques utilisent pour être sûres de contrarier personne. Et donc j'avais envie, effectivement, c'était encore un ressort comique, de réfléchir là-dessus, parce que ça crée des aberrations totales,
surtout pour surtout que c'est là dans le texte, l'histoire se passe dans un magazine de mode où justement la rédactrice en chef est elle-même historienne de la mode, donc ça paraît complètement absurde de lui demander d'avoir un conseiller en diversité culturelle, alors que justement la culture, voilà, c'est ce qu'elle étudie et c'est là-dessus qu'elle écrit. Et donc ça m'a beaucoup amusée, voilà, de faire intervenir ce personnage-là qui est censé justement réguler, qui est censé pointer du doigt tout ce qui va pas, et qui finalement parfois, voilà, aboutit à des aberrations totales. Le travail de mise en abîme entre mon travail d'écriture, le travail d'écriture de Gaïa et son personnage d'Hermione, s'est fait finalement assez naturellement. Et en fait, dans le fond, me permettait à moi-même comme je disais, finalement de me libérer de ce que je m'étais dit que je voulais faire, c'est-à-dire écrire cette comédie. Et donc finalement, je l'écris quand même, mais je me sentais moins obligée. Parce que finalement, tout ce que moi je réussissais pas à faire dans mon texte, j'espère que Gaïa a réussi à le faire dans le sien.